شكرا. سيد نائب رئيس الجامعة، سيد عميد مجلس الحكومة، سيدة نائبة السيد العميد، وأستاذ صديقي العزيز سيد محمد فقيه، زوجات وزملاء، طالبات وطلبة، سيدة السادة من الإعلام، سيدة السادة كلا باسمه وصفته. أولا أعتذر لأن سألقي هذه المحاضرة من مكان نجلس فيه، يعني فقط بسبب واقع الذي لن أتمكن من الوقوف مدة طويلة، ثم لأنه في هذه الأسابيع الأخيرة كان هناك برنامج مكثف، مجموعة من الأنشطة، وبعض منها حضره الأستاذ وزي بالرباط. المحاضرة التي أتشرف اليوم بإلقائها هذا الدرس الافتتاحي أنا في الواقع حدثته باللغة الفرنسية، لكن يمكن مناقشة أن تكون بلغة عربية أو بأي لغة يعني اللي يمكن نستعملها. Si vous permettez, ce cours, tout d'abord, je voudrais le dédier à une personnalité qui nous a quittés le 18 novembre. Notre cher regretté Safaïs Nesmi. Je sais que plusieurs le connaissent, ne l'ont pas connu parce qu'il a travaillé avec une humilité exceptionnelle et c'était une grosse perte pour toutes les femmes et les hommes de principe parce qu'il a participé depuis la fin des années 50 dans des processus de réforme et surtout dans la formation de journalistes et aussi dans les processus de réforme en matière de démocratie et des droits de l'homme, de la justice transitionnelle. Et il était, surtout ça c'est important de le souligner, puisqu'il y a des jeunes, d'une ouverture extraordinaire, avec une maîtrise très forte de langue, à savoir l'anglais, le français, l'espagnol, l'amazigh, l'hébreu, le bulgare, parce qu'il avait fait ses études au bulgare. Donc je dis, sous votre permission, ce cours à notre regretté Safaïs Nesmi. Et en parlant bien sûr de ce règlement européen de la protection des données à caractère personnel, je voudrais aussi rappeler que ça coïncide avec la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme le 10 décembre dernier. Et j'ai animé à la faculté de droit de Rabat Agdel le mardi dernier une conférence débat sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, les acquis et les défis. Et d'ailleurs, c'est le texte fondateur. Et la thématique de cette année, la thématique que les Nations Unies ont choisi pour célébrer la Déclaration universelle pour 71 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le rôle des jeunes dans la protection des droits de l'homme. Et je voudrais citer
ce qu'a dit la haute commissaire, parce que toujours les femmes ont joué un rôle crucial dans l'évolution des droits de l'homme. Cette déclaration, la présidente du comité, bon, il y a une femme qui a présidé tout le processus de drafting de cette déclaration en 1948. Il s'agit de Mme Eleanor Roosevelt, la veuve du président américain Roosevelt. Et Mme Michelle Bachelet, qui est l'actuelle haute commissaire aux droits de l'homme, a dit dans un message à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme que cette année a été marquée par un engagement important, notamment de la part des jeunes. Et il est particulièrement opportun que nous célébrions cette année la Journée des droits de l'homme durant la conférence phare des Nations Unies à Madrid en faveur de la justice climatique. Nous sommes redevables envers ces millions d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes qui se manifestent et s'expriment de plus en plus au sujet de la crise que connaît actuellement notre planète. Et donc, cette citation démontre de façon claire et explicite le rôle des jeunes, leur mobilisation pour les problématiques planétaires et en particulier la question de l'environnement et surtout les changements environnementaux et en particulier les changements climatiques et la question des droits de l'homme et aussi la question aujourd'hui qui fait l'objet de notre sujet, la question des données à caractère personnel. Et avant d'entamer ce cours, je voudrais citer aussi l'une des auteurs spécialistes de la question qui a dit qu'aujourd'hui, sous l'impulsion de plusieurs innovations, Internet a franchi une nouvelle étape, celle du Big Data. Celle du Big Data, et cette nouvelle ère numérique entraîne un changement de paradigme qui se caractérise par la croissance exponentielle de données, leur circulation, leur stockage sous forme digitale, leur traitement et leur agrégation par des outils d'analyse spécifiques, les algorithmes et leur potentialité de valorisation. Cette grande variété de données se conjugue avec leur énorme volume et la rapidité de leur circulation. Fin de citation. Donc, le règlement, ça a été traduit par l'AIHA, je pense. Je ne sais pas, ça vérifie si c'est la traduction est appropriée ou non, l'AIHA européen. Même si vous êtes dans un master de droit interne, mais vous êtes appelé à s'ouvrir sur le droit international public et sur le droit européen, de par notre situation géostratégique et une relation très étroite avec l'Union européenne. Et l'Union européenne a deux types de lois. Il y a les directives et les règlements. Les directives nécessitent des lois de transposition dans les ordres juridiques de chaque pays membre de l'Union européenne.
à savoir les 28, c'est maintenant les 27, bon, les 28 jusqu'à la fin du Brexit. Donc, il y a les directives et les règlements. Les règlements ne nécessitent pas, ils sont applicables automatiquement dans les ordres juridiques internes sans passer par des lois de transposition. Alors, le règlement de l'Union européenne sur la protection des données à caractère personnel, c'est un règlement intitulé Règlement européen du Parlement européen et du Conseil européen, pas du Conseil de l'Europe, le Conseil européen de l'Union européenne, mais le Conseil de l'Europe, c'est un espace vaste de 47 États, or que l'Union européenne, c'est un espace de 28, et un espace de 27 pays. Ce règlement a été adopté en 2016 et il concerne la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, mais aussi concerne la liberté de circulation de ces données. Ce règlement, qui est connu par son sigle, le RGDP, le Règlement général de protection des données à caractère personnel, RGDP en français, et dit GDPR en anglais, a été adopté et publié dans le bulletin officiel de l'Union européenne après un long processus de débat et de négociation qui n'était pas facile. Et il remplace une directive, c'est celle de 1996. Donc il remplace cette directive et s'applique contrairement à elle de façon automatique, comme je disais tout à l'heure, à tous les États membres de l'Union européenne sans nécessité de loi nationale de transposition dans les ordres juridiques des États membres. Et depuis son adoption en 2016 et avant son application à partir du 25 mai 2018, parce qu'on a laissé cette période aux États membres, aux entreprises, à tout acteur qui traite, qui collecte et traite des données à caractère personnel, de se conformer avec ce règlement intérieur. Et il fait vraiment l'objet d'une actualité bouillante et se présente comme un sujet juridique très discuté aujourd'hui au niveau planétaire et surtout dans des pays qui s'accaparent les données à caractère personnel et qui abritent ce qu'on appelle aujourd'hui, et on discutait tout à l'heure de ces superpuissances qui sont, et d'ailleurs, M. le vice-président l'a tout à l'heure souligné, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui sont les superpuissances et qui sont bien sûr siégés dans un espace qui est appelé le Silicon Valley en Californie. Et il s'inscrit donc dans un vaste processus, aussi bien dans l'espace le plus large du Conseil de l'Europe que dans l'espace de l'Union européenne pour assurer une protection efficace des citoyens européens par rapport à leur vie privée et à leurs données à caractère personnel dans un contexte global caractérisé aujourd'hui par la domination des États-Unis d'Amérique à travers
c'est GAFA, et une minorité de pays donc, qui rivalisent ces superpuissances, c'est la Chine, tout d'abord, donc, et dans le domaine de la collecte, la captation et le traitement des données personnelles, et l'écart entre l'Europe et ces pays, parce qu'il vient après la Chine, la Russie, la Corée, et après l'Europe. Et donc, l'Europe a pris conscience de l'importance des données à caractère personnel, et il y a deux visions diamétralement opposées entre les Européens et les Américains. Les Américains, globalement, considèrent les données comme des marchandises. Et les Européens considèrent les données à caractère personnel comme faisant partie des droits fondamentaux des personnes. Et donc, les Européens se sont sentis, au moins depuis le début des millénaires, lésés par cette concurrence déloyale qui est liée au mouvement de transfert des données à caractère personnel de l'Europe vers les États-Unis d'Amérique. Et il y a des statistiques depuis le début des millénaires. Les États-Unis détiennent par exemple 72% des 50 premiers sites mondiaux. La Chine 22% et la Russie 6%. Et l'Europe a été détrônée. Il devient de plus en plus, je dirais, fragile par rapport à cette question. Et donc, c'est assez paradoxal aussi parce que l'Europe a été pionnière dans la quête de dispositifs législatifs et institutionnels de protection des données à caractère personnel au niveau du Conseil de l'Europe, qui a adopté en 1981 ce qu'on appelle la Convention 108, qui est devenue après la Convention 108 plus, ce qu'elle a été amendée, et son protocole facultatif. Et cette convention concerne bien sûr les 47 pays membres du Conseil de l'Europe, mais il est ouvert aussi aux pays non membres du Conseil de l'Europe. Le Maroc vient tout récemment de ratifier cette convention avec son protocole. Et c'est la première convention sur la question dans le monde qui est devenue donc le texte référentiel, parce qu'en droit international public, jusqu'aujourd'hui, il n'existe pas de cadre international conventionnel relatif à la protection des données à caractère personnel. Et c'est dans ce contexte qu'intervient le règlement général des données à caractère personnel pour réadapter le dispositif normatif et institutionnel de l'Union européenne et de ses membres au défi de la nouvelle société où la nouvelle civilisation numérique a envie de garantir la protection des données à caractère personnel des citoyens européens à l'intérieur de l'espace européen et hors cet espace. Il s'inscrit donc dans une stratégie numérique dont le niveau d'ambition a été relevé par le Conseil européen
depuis 2017 et il constitue une stratégie fondamentalement conçue dans un cadre transatlantique. Et plusieurs raisons expliquent la nécessité de cette stratégie, dont notamment celle ayant trait, comme je disais tout à l'heure, à la concurrence, puisque les États-Unis, encore une fois, les États-Unis d'Amérique, représentent 83% de la capitalisation boursière numérique, contre 2% pour l'Europe. Donc l'écart est énorme entre les États-Unis et l'Europe. Il y a donc ces raisons qui expliquent l'intérêt de ce règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel. S'ajoute à cette raison l'affaire que vous connaissez, c'est l'affaire Edward Snowden, qui a révélé au grand jour le degré de colonisation numérique des Européens. Et en effet, le principal problème de l'Union européenne réside dans son incapacité à faire émerger un géant numérique capable de rivaliser les grandes plateformes numériques qu'on désigne dans cette appellation GAFA. Apple, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Bon, le WhatsApp a été fusionné avec Facebook. Et la conférence que j'ai le plaisir, bien sûr, aujourd'hui, le secours de donner, a pour objet de nous présenter un aperçu global et synthétique de ce règlement. Et quel est l'objet de ce règlement? Quels sont les apports nouveaux de ce règlement par rapport à la directive? Et donc, l'objet ou les objectifs de ce règlement qui a remplacé la directive de 1995. Et bien avant l'adoption de cette directive, certains pays ou certains États membres de l'Union européenne disposaient déjà de lois nationales sur la protection de données personnelles. L'Allemagne a été le premier pays à se doter d'une loi générale en la matière, c'est la loi fédérale de 1977. Ensuite, la France a adopté sa première loi sur la protection des données personnelles en 1978. Et 77 et 78, c'était l'Antiquité, je dirais, ou le Moyen-Âge du numérique. Et donc, ces deux pays, dans l'espace européen, étaient les pionniers dans ce domaine. Bien sûr, ils ont modifié après leur loi, et si tout le monde loue aujourd'hui les vertus de ce règlement européen, du LGPD, c'est une vraie bataille qu'ont menée les parlementaires européens depuis 2012. Moi, j'ai suivi le débat en 2015, lorsque j'ai passé 6 mois pour des raisons de santé à Paris, donc depuis 2012, et les parlementaires ont mené une bataille féroce. En particulier les parlementaires des Verts allemands. Ils ont joué un rôle crucial pour faire aboutir ce processus à l'adoption de ce règlement. Et la proposition initiale était très ambitieuse, puisqu'il voulait réviser de fond en comble la directive de 1995, datant d'avant l'Internet grand public, dans un hémicycle discrètement cerné par les lobbies du Parlement européen.
et les débats ont été si intenses que les eurodéputés ont fini par construire un large consensus autour d'un texte mettant en place un nouveau régime de gestion et de régulation des données à caractère personnel. Je ne m'attarderai pas sur la chronologie en ces 25-2012, surtout jusqu'au 25 mai 2016, date de la mise en application, pas la mise en œuvre, mais la mise en application de ce règlement. Le principal objet de ce nouveau texte européen est la protection de toutes les données à caractère personnel, puisqu'il adopte une définition assez large de ces données. Il en donne la définition suivante, et d'ailleurs si je passe sous le contrôle de Sylvie, il donne, et d'ailleurs ça a été repris en partie, il est ça figurait dans la directive de 95 et aussi dans la loi marocaine de 2009, la loi 09-08. Et donc il définit les données à caractère personnel comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable et est réputée une personne physique identifiable, toute personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant. Un identifiant tel que le nom, un numéro d'identification, des données, numéro de la carte nationale. Hier, on m'a demandé la carte nationale à l'hôtel, je n'ai pas voulu leur donner la carte nationale. Donc c'est parti. Donc, un identifiant, un numéro de téléphone, les données aussi dites données sensibles, ce sont les données sur la santé, les données biométriques, les données génétiques. Et la protection des données est un droit, selon les Européens, et selon la directive de 1995 et ce règlement, constitue un droit fondamental. Parce qu'il s'appuie sur l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aussi sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le RGPD est donc une réponse forte face au contexte que j'ai décrit précédemment et à l'introduction de cette conférence. Ses principaux objectifs sont doubles. Tout d'abord, il établit des règles relatives à la protection des données physiques, des personnes physiques, à l'égard des traitements de leurs données, d'une part, mais aussi à la libre circulation des données au sein de l'Union européenne, d'autre part. Il vise donc à harmoniser les législations adoptées par les différents États. Donc, parce que la directive n'a pas permis d'harmoniser les législations, ce qui a fragilisé l'Europe face aux plateformes numériques, face aussi à la Chine. Et aujourd'hui, les Européens sont en train de conclure des conventions avec la Chine, avec la Corée, sur ces questions, dans un package, bien sûr, de coopération internationale. Il y a donc des écarts très sensibles entre les lois des États membres de l'Union européenne qui constituent finalement une véritable source d'insécurité juridique pour toutes les parties prenantes, y compris les entreprises, les administrations, les collectivités
et surtout les personnes concernées. Le nouveau règlement intervient donc pour réduire au maximum ces écarts entre les États. Et de manière générale, le RGPP poursuit 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de renforcer les droits des personnes physiques dont les données sont utilisées en créant notamment, et là je reviens sur ce droit, en créant ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli. Bien sûr, le droit à l'oubli n'est pas permis par rapport à la mémoire collective des peuples, des nations, et surtout lorsqu'il s'agit des violations graves des droits humains. Donc le droit à l'oubli et le droit à la portabilité des données personnelles. C'est-à-dire qu'on peut changer d'acteur de traitement de données. Deuxième objectif, c'est de responsabiliser tous les acteurs qui traitent des données en privilégiant le recours des outils de droit simple en contrepartie de l'allègement des formalités administratives préalables. Et le troisième et dernier objectif, c'est de crédibiliser, de donner une importance à la régulation, à la mesure des enjeux de souveraineté numérique grâce au champ d'application étendu et des sanctions surtout qui sont réellement dans ce règlement dissuasif. Le champ d'application du RGPP, il y a toujours, les juristes le connaissent, il y a le champ d'application matérielle et le champ d'application, bien sûr, personnel. Le champ d'application matériel, le RGPP s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Il s'applique également au traitement par des institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Et le RGPP donne une définition précise des données à caractère personnel. Toutefois, le RGPP ne s'applique pas au traitement des dites données effectuées dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application des droits de l'Union européenne. Deuxièmement, il ne s'applique pas dans le cadre des activités qui relèvent de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Il ne s'applique pas aussi par une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle au domicile. Il ne s'applique pas enfin par rapport aux autorités compétentes à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d'enquête et de poursuite en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Son champ d'application territoriale, donc il s'applique au traitement effectué dans le cadre des activités d'un établissement responsable de traitement ou d'un sous-traitant. Ça, c'est un nouveau apport qui d'ailleurs le Maroc est appelé à l'ajouter dans la loi s'il est modifié. Donc il y a le responsable du traitement et le sous-traitant. Il s'applique donc sur tout le territoire de l'Union européenne que le traitement ait lieu au nom de l'Union. Et il s'applique aussi au traitement des données qui se trouvent sur le territoire de l'Union effectué par un responsable du traitement ou sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union européenne lorsque les activités du traitement sont liées à l'offre de biens
ou de service de ces personnes concernées dans l'union, par exemple, paiement, soit des personnes, et il y a la question aussi des représentations diplomatiques et consulaires, et aussi au suivi des comportements des personnes dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a eu lieu au sein de l'Union européenne. Il s'applique enfin au traitement des données à caractère personnel par un responsable de traitement qui n'est pas établi dans l'Union européenne, mais dans un lieu où le droit d'un État membre s'applique en vertu du droit international public. Les principaux éléments de ce règlement ou de cette loi européenne. La nouvelle loi européenne, le RGDP, est fondée sur plusieurs principes qui constituent les éléments fondamentaux de cette nouvelle législation. Et il y a lieu de retenir quatre éléments essentiels pour résumer les fondamentaux de ce règlement. Il y a tout d'abord les droits des individus. Et les droits des individus, il a maintenu les droits prévus déjà par la directive de 1995, on ajoute un nouveau droit. Il y a le droit d'accès pour plus de clarté sur la protection des données à caractère personnel et de leur disponibilité, le droit de certification, de sûreté dans les meilleurs délais, le droit d'opposition, c'est-à-dire le droit de s'opposer à tout moment à un traitement de données lorsque celui-ci est nécessaire dans une mission de service public ou dans l'intérêt légitime des responsables de traitement. Quant au nouveau droit consacré par le RGDP, il s'agit du grand nouveau droit, le droit à la portabilité des données, le droit à la limitation du traitement et le droit à l'oubli. Le droit à la portabilité, pour le résumer, l'idée générale, c'est que chaque personne concernée par le traitement des données à caractère personnel a le droit de retrouver ou récupérer une copie de ces données et les transmettre à un autre acteur de traitement des données. Donc, c'est un droit, c'est un nouveau droit. Le deuxième nouveau droit, c'est le droit à la limitation du traitement. Et conformément à cette législation, ce droit permet à chaque personne concernée d'obtenir des responsables du traitement la limitation du traitement dans 4 cas spécifiques. Lorsque le responsable du traitement doit vérifier l'exactitude des données, lorsqu'aussi le responsable du traitement doit apprécier la légitimité des motifs légitimes d'une demande d'opposition, et aussi sur le point des données qui doivent être effacées, et aussi le traitement si le traitement est illicite. Donc, la personne concernée peut demander la limitation de traitement de ces données. Le droit à l'oubli. Ce droit est présenté comme l'innovation majeure de ce règlement. Toutefois, il était déjà contenu, à tout le moins, en germe dans la directive de 1995, et il est souvent renvoyé ici la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et surtout dans un grand arrêt en 2014. Et les demandes au titre de la directive pouvaient donc être directement adressées par la personne concernée
au responsable du traitement qui doit alors dûment examiner le bien fondé de celle-ci et le cas échéant mettre fin au traitement de données en cause lorsque le responsable du traitement ne donnait pas suite à ces demandes. La personne concernée pouvait saisir l'autorité de contrôle ou l'autorité judiciaire pour que celle-ci effectue les vérifications nécessaires et ordonne à ce responsable des mesures précises en conséquence. L'article 17 du règlement, qui est intitulé droit à l'effacement ou droit à l'oubli, investit toute personne concernée d'un droit à l'oubli et à l'effacement, et il a en effet le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement dans les meilleurs délais des données à caractère personnel et surtout dans 6 cas spécifiques. Si les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Et si la personne a retiré son consentement, ça c'est important, le consentement préalable, éclairé, s'il retire son consentement, si la personne a exercé son droit d'opposition, et si le traitement est illicite, si l'effacement aussi correspond au respect d'une obligation légale ou si les données ont été collectées dans le cadre d'une offre de service de la société de l'information ou des liens. Et l'une des innovations ou des apports majeurs de cette directive, c'est la protection des enfants, surtout des mineurs. Le droit à l'oubli et à l'effacement ne pourra cependant pas être exercé lorsque le traitement des données est nécessaire, surtout par rapport à la garantie du droit de la liberté d'expression et d'information. Bien sûr, il est toujours difficile de concilier entre ce droit d'effacement et le droit à la liberté d'expression. Et aussi dans le cas où une personne demande le respect d'une obligation légale qui requiert le traitement prévu par le droit de l'Union européenne ou pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique. Dans la santé publique, par exemple, une personne qui a une maladie contagieuse et il ne pourra pas exercer son droit d'effacement parce que cette information ou cette donnée est nécessaire pour la promotion de la recherche médicale. Et ça, c'est important. Et aussi, en cas d'exercice de la défense de droit en justice. Il est certain que les précisions apportées par le règlement sur les hypothèses dans lesquelles ce droit peut être exercé seront précieuses et permettront de rendre plus prévisibles les demandes légitimes d'effacement. Toutefois, les problèmes viendront plutôt des exceptions importantes et qui sont difficiles, bien sûr, par rapport à la conciliation entre des intérêts divergents. Le RGPD a aussi imposé des mesures et des obligations. Des mesures, ce sont les mesures de conformité avec les dispositions du RGPD, les mesures de sécurité. Chaque traitant ou sous-traitant doit prendre toutes les mesures requises pour assurer la sécurité des données à caractère personnel qu'il détient, qu'il collecte et traite. Il a aussi imposé des obligations nouvelles. Ces obligations sont résumées en 4 obligations. Le premier, c'est ce qu'on appelle la privacy
Impact Assessment, ou l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel. Parce que les technologies de traitement des données présentent toujours un risque pour les personnes concernées, et donc le responsable est tenu d'effectuer une étude d'impact. Deuxième obligation, ou élément d'obligation, concerne la notification des failles en matière de sécurité. S'il y a une faille dans la collecte et le traitement des données, le responsable de traitement doit notifier ces failles dans 72 heures. Il ne sait ça. Il va falloir notifier à l'autorité de contrôle, comme l'autorité française, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Donc, la troisième obligation, c'est que chaque État membre est obligé, et c'est à travers les autorités de régulation, d'avoir ce qu'on appelle le Data Protection Officer, ou le délégué à la protection des données. Donc un délégué qui est chargé, bien sûr, de toutes ces questions. Et le quatrième élément d'obligation, c'est la tenue d'un registre. Chaque acteur est tenu d'avoir un registre de traitement des données qui devient obligatoire en vertu de ce règlement. Et cet article, c'est l'article 38, généralise cette obligation à toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Il dispense les entreprises de moins de 250 salariés, sauf dans 3 cas. Si le traitement comporte des risques pour les droits et obligations des personnes concernées, et si le traitement ne constitue pas une activité occasionnelle, et si le traitement comporte des données sensibles ou des infractions pénales. Le règlement européen, cette nouvelle législation, bien sûr, prévoit ce qu'on appelle la validité ou le consentement. Et d'une manière générale, le traitement des données personnelles, selon cette législation européenne, doit obéir à 7 principes essentiels. Tout d'abord, la licéité, la loyauté et la transparence. Deuxièmement, la limitation des finalités. Troisièmement, la minimisation. Quatrièmement, l'exactitude. Cinquièmement, la limitation de conservation, c'est-à-dire qu'il y a une limite, il y a une durée pour conserver ces. Et sixièmement, c'est l'intégrité et la confidentialité. Et septièmement, c'est ce qu'on appelle la reddition des comptes ou la comptabilité. Donc, et il y a aussi des règles de traitement qu'on peut résumer dans le principe commis, pas uniquement dans ce domaine, mais aussi dans le domaine médical, c'est le consentement préalable. Et le consentement doit être bien sûr un consentement express, un consentement préalable, éclairé, pour bien sûr respecter les personnes concernées par ces données. Et donc le consentement il est nécessaire, peut-être on reviendra cette question lors des débats. Cette législation a prévu des sanctions et des voies de recours. Les sanctions sont sévères. Et ces sanctions, bien sûr, il a donné le pouvoir aux autorités de contrôle, les autorités de contrôle des États membres, comme la CNIL en France, par exemple, devront, selon le nouveau règlement, avoir le pouvoir de prendre
des mesures de sanction. Et chaque autorité est compétente en la matière en tant qu'autorité concernée. Lorsque le responsable ou le sous-traitant est établi dans l'État membre dont se relèvent les personnes concernées. Ces sanctions, bien sûr, peuvent être aussi par rapport au manquement aux obligations du RGPD. Et les sanctions prévues par cette nouvelle législation en cas de manquement à ces obligations peuvent être envisagées en général dans les cas suivants: dans le cas de manquement aux obligations internes de l'entreprise, et la sanction est une amende administrative pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. Et dans le cas de non-respect des droits des personnes concernées, c'est-à-dire le transfert des données, la sanction est une amende administrative pouvant aller, donc il est double, pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédent. Donc, pourquoi? Parce que les Européens veulent protéger leurs données par rapport à ces pratiques de transfert des données, bien sûr, aussi le transfert des déchets vers les pays d'ici. Mais les données sont aujourd'hui transférées vers surtout les États-Unis d'Amérique, mais vers aussi la Chine. Et il a prévu aussi des voies de recours. Je ne m'attarderai pas sur ces voies de recours pour demander des réparations. Réparations à cause des dommages subis en cas d'infraction ou en cas d'atteinte à la vie privée. Le LGBT nécessite une mise en conformité, c'est pourquoi il a donné aux différents acteurs 2 ans pour se conformer à cette législation. Le dernier volet dans ce cours, c'est l'expérience marocaine par rapport à cette législation et les perspectives du rapprochement par rapport au LGBT. Le Maroc, tout à l'heure, nous avions déjà commencé la discussion dans le salon. Il disait que le Maroc s'est engagé, au moins depuis le début du millénaire, dans un processus d'insertion dans la société de l'économie numérique. Et le Royaume a adopté en 2008 la stratégie Maroc numérique 2013. Et donc les actions 42 et 43 visent d'une part l'adoption des législations nationales de protection des données à caractère personnel et d'autre part la mise en place d'une instance nationale qui serait chargée d'assurer la protection de ces données. Donc, vous savez, selon les chiffres, les statistiques de la NRT, il y a quand même un effectif important de la population marocaine qui utilise Internet. Pardon? 15 millions, peut-être qu'il y a 13 millions. Et ça pourrait même atteindre 16 millions. Donc 10 millions, donc il y a aussi une fracture et des inégalités, comme il y a des inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, il y a des inégalités entre les sexes. Donc entre ces 16 millions, il y a 10 millions d'hommes et 6 millions de femmes. Donc Internet accentue encore davantage les inégalités, les écarts entre les États et au sein des États. Et donc le Maroc
a ainsi fait ses choix en matière de protection des données personnelles en s'inspirant, surtout, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier parce qu'il garantit à toute personne le droit à la protection des données personnelles. Et comme vous le savez, nous recevons des sociétés européennes, il y a ce qu'on appelle l'offshoring, et donc le Maroc, c'est dans ce contexte qu'il a adopté ce dispositif normatif de protection des données à caractère personnel, et donc l'ouvrage de Sivouzi analyse cette loi de 2009 a institué le droit reconnu aux personnes concernées, le droit à l'information lors de la collecte, le droit d'accès, le droit de rectification, il est prévu aussi par cette loi, le droit d'opposition et des obligations, le consentement préalable de la personne concernée, l'autorisation préalable, la déclaration préalable, la confidentialité et la sécurité des données, et il a prévu des sanctions. Il a prévu des sanctions, des amendes ou l'emprisonnement. C'est une question très très problématique. Est-ce qu'il faut se passer des sanctions de privation de liberté et se limiter à des sanctions administratives, comme le font les Européens aujourd'hui, parce qu'ils sont plus dissuasifs peut-être que les sanctions de privation de liberté. Et donc il y a plusieurs... il suffit de lire la loi, il est très accessible sur le site de la SNDP, c'est la Commission nationale du contrôle de la protection des données à caractère personnel. Il est aussi accessible sur le site du secrétariat général du gouvernement, du ministère de la Justice et dans d'autres portails. Donc la SNDP, sa composition, je ne m'en parlerai pas. Ça, c'est aussi son fonctionnement. Mais ce que je voudrais soulever, c'est que cette commission ne dispose pas d'une personnalité morale et d'une autonomie financière et administrative. Il est créé pratiquement auprès du Premier ministre à l'époque et du chef du gouvernement. Il a développé une jurisprudence. Il suffit de consulter ses avis, mais il a, je dirais, les mains liées, et c'est dommage que cette instance n'a pas été constitutionnalisée. On a constitutionnalisé plusieurs instances, et c'est un peu, je dirais, même dans la constitution marocaine, c'est les dons. Il y a beaucoup d'instances, on appelle les instances de bonne gouvernance. Moi, je n'avais pas ce concept d'instance de bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance, il faut renverser. La bonne gouvernance des instances et des institutions. Parce qu'il faut parler des instances de régulation ou des instances de protection des droits de l'homme et pas des instances de bonne gouvernance. Donc, c'est ça. Donc, et c'est très méthodique. Et cette instance qui est importante, qui n'a pas été donc constitutionnalisée, et aujourd'hui, depuis l'application ou la mise en application du RGPD, le Maroc fait des efforts pour se rapprocher des dispositions de cette nouvelle législation européenne, et plusieurs questions sont posées par rapport à cette question. Il y a la question de l'adéquation aux normes, et
les nouvelles questions par rapport à l'adéquation sont énormes aujourd'hui. Et il y a des questions spécifiques aux acteurs les plus concernés et devenus obsolètes. Et bien sûr, les lois dans ce domaine deviennent plus rapidement obsolètes parce que la technologie évolue de façon rapide et la loi a cette caractéristique d'être lente, comme il marche comme sur la tête. La portée. Donc il y a un décalage entre l'évolution des nouvelles technologies et l'évolution des lois. Il y a aussi des questions spécifiques concernant les personnes spécifiques, des personnes physiques. La question des données à caractère personnel qui sont liées à la protection de la vie privée. En Afrique, par exemple, y compris le Maroc, la question de la vie privée, bien qu'il est prévu aujourd'hui, il est consacré par la nouvelle Constitution. Il y a un article qui donc consacre le droit de tout individu à la vie privée. Mais dans la culture, il est quasiment absent. Parce que pour nous, les Africains, et pour les Arabo-musulmans, celui qui se prévale de sa vie privée s'isole de la société, s'isole de la communauté. Donc on n'a pas encore renforcé, moi je dirais, il faut promouvoir cette culture de la protection de la vie à caractère personnel, sans pour autant parler des usages aujourd'hui, les dérives dans l'utilisation du numérique. Aujourd'hui, chaque famille, dans chaque famille, plus de 2 ou 3 smartphones. Donc, il n'y a plus de téléphones mobiles, quasiment, ce sont les smartphones, et puis la vie privée devient de plus en plus menacée par. Bien sûr, ces nouvelles technologies sont incontournables par rapport à l'économie mondiale, par rapport à la globalisation, par rapport aux relations entre les États, à la coopération internationale, mais comme ils contiennent le meilleur, ils ont aussi un aspect de pire. Donc, comme ils sont utilisés pour disséminer les valeurs de démocratie, des droits de l'homme, ils rapprochent les peuples, les populations, les jeunes qui ont ouvert leurs yeux sur ces nouvelles technologies. Ils sont aussi utilisés pour disséminer des valeurs de haine, de l'extrémisme violent et même de terrorisme et le recrutement de terroristes. Et donc là, il y a, je dirais, une grande problématique dont les jeunes sont appelés à surmonter aujourd'hui. Et moi, je me rappelle une politologue française, issue de la Goulet, qui s'appelle Valérie Charles. Il a écrit un ouvrage depuis, si ma mémoire bonne, 5 ans, qu'il a intitulé La philosophie de l'écran dans le monde de la Kabbala. C'est-à-dire, il y a la philosophie aujourd'hui de l'écran qui domine, l'écran du portable, du smartphone, mais une bonne partie, et surtout dans les pays du Sud, vivent dans des cavernes. Et vous avez suivi les questions des fake news et l'utilisation effrénée dans la fabrication d'événements qui n'ont rien à voir avec la réalité, je dirais, réelle. Et donc,
donc, cette législation européenne adoptée et appliquée à tous les États membres constituera un cadre juridique important. Et le premier changement introduit par le LGBT consiste à créer un cadre unifiant au niveau de l'Europe, mais en contrepartie, il est fortement demandé à ces acteurs de démontrer plus de responsabilité pour gagner la confiance des citoyens. Il faut promouvoir une culture de l'utilisation de ces données. Parce que parfois, on commet des infractions sans se rendre compte sur cet espace numérique. L'apport le plus remarqué de cette législation européenne est le niveau inédit des sanctions. Les sanctions renforcées. Les 10 millions d'euros, les 20 millions d'euros, les 2% du chiffre d'affaires, les 4% du chiffre d'affaires, mais ce n'est pas suffisant. Si ce n'est pas assorti par des innovations en matière de technologie et par une culture, parce que, comme ça a été dit depuis fort longtemps, la culture reste lorsqu'on a tout oublié. Et puis là, je termine par une citation. Nous vivons bien sûr au XXIe siècle, dans une ouverture extraordinaire aujourd'hui. Mais ce qui est paradoxal, c'est que dans cette ouverture, il y a aussi des isolements. Il y a des replis identitaires aujourd'hui, au nord et au sud. Des replis identitaires qui s'expliquent par la religion, qui s'expliquent par des considérations économiques. Et puis, il y a des restrictions sur la circulation, pas des informations, mais des personnes. Et là, on contredit ce qu'a dit au XVIIIe siècle l'un des philosophes de lumière qui ont contribué au fondement des droits de l'homme. Montesquieu, dans son fameux ouvrage de l'esprit des lois, a dit qu'aujourd'hui, nous recevons trois formes d'éducation contradictoires ou différentes. Celle de nos pères, celle de nos mères et celle du monde. Ce que l'on nous dit dans les deux premières est renversé par la dernière. Donc ça s'applique aujourd'hui. Bon, Montesquieu l'a dit dans un contexte spécifique. Mais ça s'applique aujourd'hui. Et puis, le numérique, cette question de la circulation des données à caractère personnel, l'usage du numérique, peut-être doit nous faire rappeler à chaque fois cette citation de Montesquieu pour faire davantage dans le domaine de la culture, l'encadrement, la promotion de l'écriture. Et je disais tout à l'heure à mes collègues et chers amis que nous devions, madame professeur, que nous devons promouvoir l'enseignement des droits de l'éthique, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et le droit digital. Ça, ce sont moi je dirais le parent pauvre des disciplines. Bien sûr, il y a l'environnement. Nous avions introduit l'enseignement à Casablanca et à Rabat depuis le début des années 80, l'enseignement des droits de l'environnement grâce à des pionniers de professeurs. Et je me réjouis d'être leur
élèves, comme le professeur Mohamed Bouyani ou le professeur Mohamed Ali. Donc, je tiens encore une fois, et puis là, je dois aussi citer un roman de George Orwell, 1984, 1984. Et ça s'appelle, moi je l'ai lu lorsque j'étais au lycée. C'était dans le programme du français. George Orwell a écrit ce roman intitulé 1984. Comment serait 1984? Il va parler bien sûr, du système communiste, de l'ex-régime communiste, qui surveillait, contrôlait toutes les personnes, y compris chez eux. Et il dit dans ce The Big Brother is watching you. Le grand frère est en train de vous surveiller. Donc, le Big Brother is watching you. Ce sont ces nouvelles technologies qui sont en train de surveiller toute la planète, qui dispose de toutes les informations, que ce soit les informations relatives à la géographie, au relief, au climat, aux ressources naturelles, y compris les ressources minérales souterraines de toute la planète, de la littérature, de tous les savoirs. Et donc, je tiens encore une fois à remercier M. le doyen, mon cher ami aussi, donc ils sont tous les deux mes amis, mes collègues et mes amis, de m'avoir donné l'occasion de donner ce cours. Il faut dire que dans ce domaine, comme ça a été dit, on ne finit pas d'apprendre. Merci pour votre